Alors nous sommes le samedi 21 novembre 2015, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, Yvan Montazel, je suis le responsable du musée des technologies ferroviaires de la Seine-sur-Mer. Merci d'abord de nous accueillir. On est ici dans un endroit, pas loin de Marviveau, assez particulier. C'est un musée que j'ai constitué de ma propriété, mais à titre de membre de l'association des anciens et amis de l'attraction vapeur SNCF. C'est une association nationale qui est divisée en plusieurs sections. J'appartiens à la section de Marseille et le musée est placé sous l'égide de l'association des anciens et amis de l'attraction vapeur, ce qu'on appelle la 3ATV. Et il fonctionne de façon tout à fait particulière, c'est-à-dire ce n'est pas un musée qui est officiel, ce n'est pas un musée qui est ouvert en permanence au public, il est visitable sur rendez-vous. Donc il faut vous appeler justement pour venir voir ce que j'ai vu avant qu'on commence. Il y a beaucoup de choses à voir. On va d'abord décrire le cadre général. Ça commence déjà par l'entrée parce qu'il y a déjà des choses. Et là, on est en plein dans le ferroviaire. Ce musée, il faut bien le dire, il n'a rien d'un musée officiel. La structure des musées est assez particulière. Il y a des musées nationaux qui appartiennent à l'État, qui sont gérés par l'État. Il y a des musées classés qui appartiennent à des collectivités territoriales mais gérés par l'État. Il y a les musées contrôlés qui appartiennent aux collectivités territoriales et qui, eux, sont gérés par les collectivités elles-mêmes. Et il y a les musées privés qui appartiennent soit à des associations, soit à des particuliers. Et j'entre dans cette catégorie-là. D'autre part, il y a une nouvelle classification des musées également qui fait intervenir la notion de musée de France. Musée de France, c'est une sorte de label qui est attribué par le ministère de la Culture à des musées, quel que soit leur statut, qui remplissent les conditions nécessaires au niveau de leur mission muséale, c'est-à-dire la pédagogie, la réception des publics, le programme pédagogique, etc. Cela fait l'objet de ce qu'on appelle un projet scientifique et culturel, le PSC, qui doit être établi par l'équipe qui dirige le musée. Et si ce PSC est validé par l'autorité de tutelle, le musée est classé musée de France, ce qui donne certains avantages, notamment au niveau des subventions et surtout la pérennité des collections. Un musée n'existe que dans la mesure où il possède des collections. Des collections, c'est quoi? C'est un ensemble de matériel qui n'est pas hétéroclite, cohérent, qui permet d'expliciter des objets et qui permet surtout, à travers les objets, d'envisager leur contexte, le contexte dans lequel ils ont été conçus, dans lequel ils ont été fabriqués et utilisés. Donc, en matière de chemin de fer, ce qu'on peut voir ici, c'est à la fois du matériel relatif à l'attraction vapeur, l'attraction électrique, du matériel relatif à la signalisation mécanique ancienne, des techniques qui n'existent plus maintenant et qu'il était bon de conserver, de mettre en valeur et surtout de pouvoir expliquer aux visiteurs l'interaction entre ces techniques et les hommes qui les ont conçues et qui les ont utilisées. On a plusieurs salles ici. On les a visitées les unes après les autres. On va décrire ce qu'il y a dans chaque salle. La première grande salle qu'on a vue, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors la première salle que l'on a vue comporte essentiellement une évocation de l'attraction vapeur avec la reconstitution d'une cabine de conduite de locomotive à vapeur. Bon, évidemment statique puisqu'il n'y a que la cabine. C'est une reconstitution qui avait été faite pour expliquer aux gens ce qu'était justement le poste de conduite d'une machine à vapeur et surtout ce qu'était le travail de l'équipe de conduite, c'est-à-dire le mécanicien et le chauffeur, quel était leur métier, qu'est-ce qu'ils faisaient en cours de route. Tout cela est à expliquer devant cette reconstitution. Cette reconstitution a été faite par moi-même en 1977. Elle a participé à différentes expositions. Elle est même allée au Canada, à Montréal, pour une exposition internationale. Elle est allée 2 fois au Palais des Festivals de Cannes aussi pour des expositions internationales de chemin de fer. Dans la même salle, on y trouve également une collection d'attelages automatiques. L'attelage automatique est une vieille histoire au niveau des chemins de fer. Depuis longtemps, on a voulu éviter le travail de l'homme qui entre les tampons et qui va mettre la manille de l'attelage sur le crochet du véhicule auquel il doit être relié. Cette opération est encore source d'accidents. Depuis longtemps, on a essayé de rendre automatique en rassemblant tout ce qui s'est fait en attelage automatique. On évoque également tout le côté humain du métier avec ses accidents toujours potentiels lorsque l'on sait que l'attelage automatique n'est toujours pas généralisé. En France et en Europe, on est toujours à l'attelage manuel pour tout ce qui est des rames tractées, c'est-à-dire des rames de wagons ou de voitures qui sont tractées par une locomotive. En revanche, on est passé à l'attelage automatique depuis déjà pas mal d'années sur les rames automotrices. Alors, rames automotrices, ce sont des rames dont on ne modifie pas la composition. L'exemple type, évidemment, c'est un TGV. Toutes les rames automotrices modernes utilisées dans les relations régionales, les TER. Sur ces engins-là, nous avons déjà depuis longtemps des attelages automatiques, mais ce n'est pas généralisé sur tous les trains. Alors après cette salle, des reconstitutions de cabines, on peut en parler? Oui, il y a une autre salle visitable qui
qui comporte la reconstitution d'une cabine de conduite de locomotive électrique. C'est un modèle ancien, des années 1925 à peu près. C'est une locomotive, enfin c'est la cabine de conduite de locomotive qui appartenait à ce qu'on appelle les bébés Midi, puisqu'elles avaient été commandées par la compagnie du Midi avant la création de la SNCF. Et cette reconstitution de cabine de conduite a été mise en place en reconstitution de sa mise en marche, c'est-à-dire qu'il faut effectuer sur le manipulateur de traction, sur le pupitre de conduite, il faut effectuer toutes les manœuvres dans le bon ordre pour mettre en marche l'indicateur de vitesse, l'appareil flamand, indicateur et enregistreur, comme si on roulait. Donc ce n'est pas vraiment un simulateur de conduite, mais tel qu'il en existe actuellement à la SNCF pour l'apprentissage des agents de conduite, mais c'est quand même une reconstitution de la mise en service de ce type de machine. Avec notamment, alors moi c'est ce qui m'a bluffé, c'est carrément le pantographe qui se monte et qui se connecte et tous les compteurs qui se mettent en route. Oui, bien sûr, donc pour mettre en marche une locomotive. C'est quand même pas courant, hein, je suis désolé. Hein. Oui, bien sûr, surtout dans un local fermé. Effectivement, pour mettre en marche une locomotive électrique, il y a tout un processus. Il faut d'abord enclencher évidemment tout ce qui marche sur batterie, parce qu'on ne fait pas venir le courant de tension dans la cabine de conduite. À partir de là, on peut monter le pantographe, effectivement, qui prend le courant, cette fois de traction, sur une caténaire. Et à partir de là, on peut mettre en marche la machine. Sur les murs, il y a des plaques d'immatriculation de différentes séries de locomotives. Au fur et à mesure que les locomotives sont radiées à la SNCF, il y a la possibilité souvent de récupérer les plaques d'immatriculation. Ce sont souvent maintenant des objets dits de collection. Mais enfin, ils sont surtout au niveau du musée, la représentation de certaines séries particulières de locomotives qui ont été plus ou moins intéressantes au niveau de leur trafic, de leur qualité de traction, de leur longévité, etc. On va parler quand même des différentes tensions qu'on a en France. Il y a 2 tensions principales, je crois. Oui, absolument. Donc, on a utilisé plusieurs types de tensions, mais enfin, les 2 tensions principales ont été le 1500 volts continu qui a été utilisé, disons, au début de l'électrification pratiquement, et à partir des années 50, quand on a étendu l'électrification, quand la traction vapeur touchait à sa fin, donc on a électrifié en 25 000 alternatifs. Donc toute une partie du réseau est en 1500 continu et l'autre en 25 000 alternatifs. Ce qui a été mis en 1500, c'est resté. Oui, absolument. Évidemment, on n'allait pas refaire toutes les installations, ça aurait été trop onéreux. L'avantage du 25 000, c'est évidemment un moindre coût au point de vue infrastructure que le 1500. Les caténaires sont plus légères puisque l'intensité est plus faible compte tenu que la tension est plus forte. Moins de cuivre, moins de support caténaire, moins de sous-stations d'alimentation. On est alimenté directement avec du courant alternatif, donc le courant à 50 Hz de fréquence fourni par l'EDF. Il n'y a pas besoin de le redresser, il n'a pas besoin donc de sous-stations d'alimentation aussi rapprochées et aussi complexes que pour le 1500 volts continu. Alors justement, avec un musée comme celui-là, est-ce qu'on peut avoir des relations au niveau association, les trains régionaux, Carnoul par exemple? Oui, il existe effectivement des associations dont la mission est d'exploiter des chemins de fer touristiques. C'est une activité qui est assez dure à gérer, étant donné que maintenant, il y a toute une législation au niveau des sécurités, etc. Et puis l'entretien du matériel. Le plus proche d'ici, c'est Carnoul, où une association a pu exploiter et peut exploiter encore actuellement donc la ligne de Carnoul à Brignoles. Le musée que j'ai fait aurait intéressé la ville de Carnoul à une certaine époque, parce que ça aurait fait justement à Carnoul, qui était une ville cheminote autrefois. Il y avait un dépôt relativement important à Carnoul. Donc le maire de Carnoul de l'époque aurait été intéressé par le transfert du musée que j'ai créé à la Seine, son transfert sur Carnoul. Ça aurait permis à Carnoul d'avoir une synergie de structures ferroviaires, le chemin de fer touristique qui existe, le musée qui aurait été transporté, et il existe également à Carnoul une association de modélistes. C'était 3 activités différentes, certes, avec chacune leurs caractéristiques, mais qui étaient quand même axées autour du chemin de fer, et c'est ça qui était intéressant. Malheureusement, donc le projet de transfert du musée n'a pas pu se faire pour différentes raisons, qu'il n'est pas utile de développer. Toujours est-il que, donc le musée est resté à la Seine et ne se trouve pas à Carnoul. Rappelons une dénomination que moi je retiens, c'est le musée des techniques ferroviaires. Pourquoi cette dénomination précise? Tout simplement parce que dans l'état actuel des choses, je ne peux pas m'étendre sur d'autres domaines que la technique. Les techniques anciennes ferroviaires, que je peux illustrer dans le cadre du musée, avec du matériel récupéré aux époques où il était encore possible de le récupérer, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mon projet aurait été, si le musée avait pu déboucher sur d'autres lieux, d'autres espaces qui permettent à la fois d'accueillir un public plus important et puis que le matériel soit diffusé sur une manière beaucoup plus muséographique, j'aurais voulu évoquer le chemin de fer dans tous ses aspects. Le chemin de fer dans l'histoire,
l'histoire, le rôle que le chemin de fer a eu dans les guerres, par exemple, la constitution du chemin de fer en réseau à partir de la loi de 1842 qu'on appelle l'étoile Legrand, du nom de son concepteur, Alexis Legrand. Également le rôle du chemin de fer dans tous les domaines, dans la littérature, dans le cinéma, dans la photographie. Le chemin de fer, on le retrouve un peu partout. C'est un facteur de civilisation, le chemin de fer, donc il est normal qu'on le retrouve partout. Et c'est ça que j'aurais aimé pouvoir évoquer dans le cadre d'un musée, mais malheureusement, je n'ai ni la place ici, ni les moyens financiers pour réaliser cela. Depuis quand il existe un musée? Le musée existe depuis 1982, donc c'est l'époque à laquelle j'ai fait construire le bâtiment qui l'abrite, qui est aussi un bâtiment qui sert aussi d'habitation. Le gros problème, c'est l'avenir du musée. Actuellement, je ne sais pas du tout ce que deviendra le musée après moi, du moment que pour l'instant aucune collectivité territoriale n'a été intéressée par sa prise en charge dans d'autres locaux, l'avenir est incertain. Le musée tel qu'il existe actuellement, qui est essentiellement technologique, s'adresse quand même à un public qui est déjà à la fois connaisseur un peu de tout ce qui est technique, pas nécessairement en matière de chemin de fer, mais si ça l'est, ce n'est que mieux. Ce n'est pas un musée grand public, ce n'est pas un musée tel que on conçoit la muséologie actuellement, c'est-à-dire une déviation vers des lieux de tourisme ou d'amusement, de côté ludique, etc. Bon, là, c'est un musée essentiellement technique. Les visiteurs sont les bienvenus dans la mesure où la technique et la technique ferroviaire les intéressent, où ils ont des bases pour appréhender certains sujets, certaines conceptions. Toutes ces personnes-là sont les bienvenues, bien entendu.